Bonjour à tous, bonsoir à tous surtout. Bienvenue dans notre masterclass Quel avenir pour le sport amateur et professionnel. Je suis accompagné de trois autres personnes. Donc en premier, Julien Henry. Bonjour Julien. Salut Alan, bonjour à tous. Ensuite, Flavien Chauvin. Bonjour. Bonsoir à tous. Et pour m'accompagner, Damien Boussicu. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors pour débuter, on va dire cette émission de débat, on va déjà faire un petit tour de table. Voilà, chacun va se présenter pendant une minute. Donc on va commencer par toi, Julien. Une minute, ça suffira? Lance le chronomètre, Alan. Alors Julien, moi je suis journaliste sportif, correspondant pour des médias nationaux ici à Clermont-Ferrand et également un petit peu sur le Limousin et dans le centre. Je travaille également pour un média clermontois qui s'appelle 7 jours à Clermont-Ferrand. Ensuite, Flavien. Donc moi je suis coach sportif et fondateur d'une plateforme de mise en relation de coachs sportifs et de particuliers qui existe depuis 2016, qui compte un peu plus de 400 coachs actuellement et puis voilà qui vend aussi des programmes d'entraînement en ligne. C'est parfait. Vous voulez rajouter quelque chose peut-être? Bah non, j'étais en train de me demander si c'était complet, mais non, c'est bon. Et enfin Damien qui m'accompagne. Bon bah finalement on aura fait une minute à nous trois en fait. Donc moi je travaille avec Alan pour l'agence Clinique évidemment, notamment dans la communication et le marketing sportif avec des clubs comme le handball club de Cournon et le football club de Chamalières, le stade Clermontois Sport Boule notamment. Voilà qu'on salue et puis plein d'autres événements locaux. Voilà des clubs en général semi-pro. C'est vrai que dans la région, les clubs professionnels le font en interne. Et donc voilà, c'est l'occasion de parler justement de comment les clubs avec qui on travaille ont pu gérer cette période de crise et vont gérer la suite. C'est tout le débat. Exactement. Alors déjà, il y a eu la période de crise pendant le confinement. Voilà, il y a eu pas mal de clubs qui ont réussi quand même à communiquer pendant le confinement. Nous, parmi les clubs avec qui on travaille, on peut citer notamment le handball club de Cournon qui a pas mal travaillé sur sa communication lors du confinement. Ils ont notamment mis en place, par exemple, une vente aux enchères. Ils ont mis en vente aux enchères les maillots de l'équipe de leur équipe Fagnon et au profit en fait de l'EHPAD de Cournon. Ils ont reversé à peu près, je crois que c'était un chèque de 1 000 euros pour acheter des tablettes et un moyen de communication, voilà, justement pour les résidents de l'EHPAD, pour pas être coupé du monde. Toi, Julien, justement pendant le confinement, comment ça a été le côté journalistique sportif? Écoute, il y a deux notions. Il y a la notion de ceux qui travaillent en rédaction et des pigistes. Donc, les pigistes, ce sont les éléments qui viennent compléter, qui sont à la mission d'une certaine façon. C'est mon cas en ce qui me concerne. Alors, au niveau des rédactions, on a essayé de se réinventer, on a essayé de trouver de nouveaux sujets, de parler un petit peu, justement, effectivement, d'organisation du sport dans ces conditions-là, de travail économique, comment les clubs qui ont plus de recettes billetterie, qui parfois ont eu des soucis également au niveau des droits télé pour le sport professionnel, ont essayé de se réinventer et de trouver des solutions d'une certaine façon. Donc les rédactions ont continué à vivre, on va dire, à minima à ce niveau-là. Pas mal de journalistes ont également été invités à aller à l'info générale parce que celle-ci appelait effectivement beaucoup d'activités. En ce qui concerne les pigistes, et donc j'en suis effectivement moi un petit peu l'exemple numéro un, ça a été la mort de plaine ou presque, parce que bien sûr dans ces périodes de grande prudence, où on ne sait pas trop comment les partenaires, les publicitaires entre guillemets pour les médias vont venir donner de l'argent et faire vivre, fonctionner les rédactions, tout le monde a mis tout simplement le pied sur le frein et même a carrément mis le poids mort pour dire les choses comme elles sont. Donc c'est vrai que moi, mes différents médias, tous m'ont dit tiens-toi prêt. On ne sait jamais si les choses peuvent se réactiver un tout petit peu. On sera ravis naturellement de te donner du travail. Mais grosso modo, effectivement, nous, les correspondants locaux, on n'est pas privilégiés parce qu'on n'est pas des acteurs, on va dire, au quotidien de ces différentes rédactions qui ont fait vivre avant tout leurs journalistes qui sont à temps complet, qui sont enregistrés, on va dire, en permanence. Et nous, comme on travaille à la mission, il y a tout simplement eu entre pas et peu de missions durant ces 2 derniers mois. Et parmi les clubs que tu suis, on va dire assez régulièrement, est-ce que t'as remarqué une façon différente de communiquer de leur part ou pas du tout? On a déjà commencé par le sauf qui peut,
d'une certaine façon, c'est-à-dire que tous ces clubs professionnels ont été imbriqués un petit peu dans toutes ces réunions pour savoir comment on terminait les saisons, comment on attribuait éventuellement des places en Coupe d'Europe qui ont des conséquences financières, bien sûr, vous l'avez compris. Donc, ça a été d'abord un petit peu la recherche au denier pour tous ces clubs-là pour essayer de, un, pérenniser un petit peu leurs activités et deux, même ne serait-ce que survivre pour certains d'entre eux. Donc, ça a été des négociations salariales avec les joueurs, avec le staff, différents, que ce soit technique ou administratif d'une certaine façon. Ça a été essayer de voir avec les partenaires parce que, bien sûr, c'est toujours pareil. Quand tu as un joli sponsor sur ton maillot, que ce sponsor-là, il n'est plus mis en avant pendant 2 mois. Il y a des discussions, il y a des demandes, il y a des réclamations. Donc, il a fallu d'abord pour tous ces clubs-là gérer, on va dire, tous ces problèmes-là dans un premier temps. Puis, dans un deuxième temps, ils se sont mis tous d'une manière ou d'une autre dans une chaîne et dans un élan de solidarité, que ce soit à leur endroit, c'est-à-dire en invitant par exemple les supporters à continuer de bien vouloir payer les abonnements, de pas demander de prorata pour certainement avoir des petits quelque chose quand ça va aller un petit peu mieux en compensation, bien évidemment. Et puis surtout, après, bien évidemment, essayer de, comme tout à chacun, j'ai presque envie de dire, voir en quoi, vu qu'on n'avait pas beaucoup d'activités, on pouvait se rendre utile à la société. Donc, ça a été, bien sûr, de faire de la communication, de mettre en place des choses pour garder le lien, bien évidemment, avec les supporters, se proposer auprès des différents organismes. On a des joueurs professionnels qui avaient quelques formations, on va dire, un petit peu hospitalières, qui se sont mis à disposition pour venir compléter des effectifs. Donc, j'ai envie de te dire, tout s'est fait un petit peu par étage. Le sauf qui peut dans un premier temps, une fois que les choses ont été un petit peu mises en œuvre, on va dire, le lien avec les supporters. Et puis dans un troisième temps, une fois que tout était à peu près cadré, on va dire, là, ils se sont retrouvés à se demander comment ils pouvaient être utiles à tout le monde. Et là, c'était comme n'importe quel citoyen, j'ai presque envie de dire, qui a agi de manière individuelle. Et les clubs qui ont, au titre de club, entre guillemets, aussi apporté un certain nombre de choses. On sait que le Clermont Foot, par exemple, pour ne citer que, a été très proche du CHU Montpied pour produire, amener des repas, des petits déjeuners. Il y a pas mal de choses qui se sont mises en place à ce niveau-là et qui ont fait que on a quand même réussi, on va dire, à avoir, nous, un minimum d'actualité à mettre en avant sur ces élans de solidarité, bien sûr, avant toute autre chose. Exactement, ouais. Après, je pense il y a deux choses. Il y a d'abord le sport effectivement amateur et le sport professionnel. Le sport professionnel a des moyens. Du coup, effectivement, avec des services comme on a vu effectivement les clubs professionnels, comme pour nous dans la région, l'ASM, le Clermont Foot, mais même au niveau national avec évidemment des clubs comme le PSG, l'Olympique Lyonnais, etc., qui ont des gros moyens et des services de communication et qui du coup ont pu mettre en place vraiment une stratégie pour pendant ce confinement. Et puis il y a les sports et les clubs surtout un peu moins pro qui ont pas forcément de service com. Et là, il a fallu effectivement gérer un petit peu cette période, notamment en diffusant les communiqués officiels des fédérations. On a vu, il y a eu quelques challenges sur Internet, notamment le PQ Challenge pour le foot, par exemple, etc. Il y a eu des petits défis entre clubs. Voilà, mais c'est vrai que je pense qu'il y a eu la communication quand même globalement. Une fois on va dire la période, comme tu disais, Julien, un petit peu de surprise. Et après, voilà, une fois que les machines comme professionnelles se sont mis en route, ça a roulé. Alors que pour les sports et les clubs amateurs, on voit que ça a été un petit peu plus difficile. Comme tu le dis, hein, Damien, il y a eu vraiment cette période de sidération. Si tu veux, tout le monde a cru un peu à la plaisanterie. S'est mis dans la tête, allez, on va s'arrêter 15 jours, on va reporter 2 matchs et puis on les fera un petit peu plus tard. Puis peu à peu, quand ils ont commencé à vraiment prendre la dimension de la chose, c'est là qu'il a fallu essayer de trouver effectivement des solutions. Alors c'est là qu'on a vu bien sûr que l'unité n'existait pas dans ces moments-là parce que le sportif reprend souvent le dessus. Donc tu n'avais pas le même discours quand tu étais deuxième d'un championnat que quand tu étais relégable ou des choses comme ça. Mais bon, les cotes mal taillées se sont mises en place et j'ai envie de dire que cette situation fera quand même un petit peu jurisprudence pour de futurs problèmes qu'on ne souhaite pas, bien sûr, qui pourraient arriver dans le futur. Mais il a fallu inventer des choses qui n'existaient pas, que les règlements ne prévoyaient pas. Et donc, ça engendrait, bien sûr, un certain nombre de discussions. Mais cette période de sidération, ça a bien duré une bonne quinzaine de jours, presque 3 semaines quand même. Donc, en démarrant avec un petit peu de retard à l'allumage, inévitablement, tout a été compliqué ensuite à mettre en œuvre.
Après, il y a quelque chose qui m'a un peu marqué. Bon, évidemment, étant donné que le confinement, tout le monde, du coup, tous les clubs, toutes les associations, même tous les sportifs, savaient que c'était sur le digital qu'il fallait aller. Et alors, il y a eu une espèce de genre de course à exister. En fait, pour exister, il fallait absolument exister d'une manière ou d'une autre, hein. Et là, que ce soit professionnel ou amateur, tout était bon pour communiquer pour exister. Enfin, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y a eu cette espèce de course à exister, tout simplement, sur les réseaux sociaux, notamment, sur les sites internet, les différentes plateformes. Donc ça a été un peu le fait marquant. D'ailleurs, il y a peut-être justement des clubs et des associations qui sont peut-être encore plus rendus compte de l'importance de communiquer. Je ne sais pas si vous, au niveau sportif et au niveau des rédactions, vous avez eu plus d'infos de la part des clubs. Je pense notamment aux clubs un peu semi-pro. Mais en tout cas, voilà, je pense que ça a fait prendre conscience aux clubs qu'il fallait absolument communiquer. Et on va dire, allez, si c'est un point positif, ce serait celui-là pour moi. Où vraiment, ils ont pris conscience qu'il fallait communiquer parce que si on communique pas là, à ce moment-là, 2 mois sans rien dire, c'était un peu compliqué. Il y a ça, il y a effectivement cette obligation inévitablement d'occuper le vide médiatique, exister d'une certaine façon, faire parler de soi pour expliquer parfois ses difficultés ou pour inversement expliquer qu'on s'est finalement pas si mal débrouillé que ça. Et puis comme je te disais tout à l'heure, d'avoir vraiment ce lien, cette volonté du lien avec les supporters et du club vis-à-vis des supporters, mais aussi à la demande des supporters qui envoyaient des messages un peu partout en disant bon les gars, qu'est-ce qui se passe pas, est-ce qu'on met en place des petits trucs, est-ce qu'il y a justement des petites opérations de com, est-ce que nous on peut se rendre utile aussi à travers le club éventuellement. Et si tu veux, comme ils ont vu qu'il y avait cette volonté, cette demande entre guillemets de la part des supporters, ils ont commencé aussi effectivement à mettre en place des choses digitales pour entretenir ce lien à distance d'une certaine façon. Et justement, toi, Flavien, en termes de communication, comment tu as communiqué en tant que coach pendant le confinement? Ouais, déjà, je voudrais revenir quand même sur ça, que moi je suis pas du milieu des clubs sportifs et c'est quand même intéressant de voir comment vous avez eu beaucoup d'éléments à gérer en termes de réorganisation, enfin sur plusieurs aspects, hein, les relations avec le club, les clubs avec leurs relations avec les supporters, c'est vachement intéressant. C'est vrai que moi, dans mon métier, c'est vrai que c'est un peu plus simple puisqu'on est, bon, nous, vous avez les coachs et vous avez les clients et puis vous avez un outil qui est arrivé très facilement, c'est le visio coaching. Donc, il y a eu une première phase effectivement où, comme tout le monde, hein, je pense, hein, Julien, il en a parlé aussi. On a une phase où on se dit non, mais bon, ça va pas durer. Dans 2 semaines, ça va repartir. Et puis quand on comprend que ça va durer, on met un petit moment à l'accepter et après on embraye, hein, on cherche des idées. Donc nous, on a tout de suite mis une communication sur nos clients et sur nos coachs pour qui proposent tout de suite le visio. Et c'est vrai que ça a tout de suite fonctionné. Le visio est parti vraiment de façon hallucinante. Il y a eu vraiment une acceptation des clients par rapport à un nouvel outil qui leur permettait de conserver une activité physique et ça a changé vraiment, ça a changé le sentiment sur la situation puisque finalement, voilà, en termes de chiffre d'affaires, en termes de conservation de clients, en termes même de vision future sur le business, ça a quand même mis du positif dans la situation. Voilà, donc pour répondre à ta question, pour la communication, on a surtout communiqué sur ce nouvel outil, le visio coaching. Et du coup, le fait d'avoir mis en place cet outil, est-ce que ça a permis, alors à la fois pour toi, mais aussi pour d'autres coachs, est-ce que ça a permis justement d'attirer aussi, on va dire, une nouvelle clientèle? Ouais, c'est une bonne question. Moi, je suis encore coach, hein, au-delà. J'ai 2 activités, donc ça me permet aussi d'avoir un retour sur ces nouveaux éléments, par exemple. Et est-ce que ça a attiré des nouveaux clients? Je sais pas, mais ça nous a permis de nous rendre compte de la valeur d'un outil qui existait déjà finalement, parce que le visio, ça existe depuis longtemps, mais on n'était pas sûr de sa valeur. Donc ça nous a vraiment permis de nous dire, tiens, on a un outil là qui a vraiment de la valeur, puisque quand on fait du coaching, le client est plutôt satisfait, il y a le même résultat. Moi, c'est vraiment ce qui m'a surpris. Je m'attendais quand j'ai commencé à faire du visio, je m'attendais pas à une satisfaction de ce niveau-là de la part des particuliers. Et il y en a même
pour ma part, qui préfèrent continuer le visio. Là, ça leur va très bien. Donc, ça montre quand même aussi que on est peut-être sur un tournant dans l'utilisation des outils des particuliers au niveau de leur consommation du sport. Ça, c'est quand même intéressant à noter. Et voilà, je pense que ça en dit long sur comment va évoluer le sport et le digital, en tout cas moi dans mon activité, avec ces nouveaux outils. Il y a une appropriation de l'outil là qui s'est accélérée. Ça, c'est intéressant. Exactement. Je pense que même au niveau des clubs et des associations, enfin qu'ils soient pros ou amateurs, je pense que effectivement la visio et le digital va changer radicalement les choses. On l'a vu, les joueurs professionnels par exemple, ont dû forcément se maintenir en condition. J'ai eu la chance de faire des interviews en mode confinement de joueurs et de joueuses. Et effectivement, je leur posais à chaque fois la question, comment tu t'entretiens, comment tu gardes la forme, parce que c'était pas rien quand même, rester 2 mois inactifs pour des sportifs d'un coup comme ça, alors qu'ils étaient en pleine activité, en pleine compétition, et d'un coup s'arrêter. Et finalement, grâce à la visio, ils ont pu continuer à s'entraîner, avoir leur coach en visio. Je crois que même ils l'ont fait en commun. C'est-à-dire, chacun était devant sa webcam et puis on faisait un entraînement collectif en visio. Donc ça, je pense qu'effectivement, c'est des choses qui sont, j'imagine, amenées à se développer pour eux en tout cas, pour la façon de coacher, on va dire. Tu parlais des clubs, tu parlais des particuliers. Je rajouterais quand même aussi les médias, parce que nous aussi, on a été obligés de se remettre en cause. Les gens voulaient plus sortir, aller acheter les journaux papier, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que le digital a commencé à prendre un petit peu le pas. Il y a des médias, pour ne pas citer le plus célèbre, quotidien sportif français, l'équipe, qui ont proposé des formules à 99 centimes d'euros pour 1 mois pendant 6 mois. C'est quand même une belle invitation, on va dire, à se tenir un petit peu informé, à s'occuper, parce qu'il y en a certains aussi qui avaient des longues journées à occuper dans l'état d'esprit. Et c'est vrai qu'on se rend compte, moi j'en parle régulièrement avec mon buraliste, qui me dit, il y a un certain nombre de nos clients qui sont partis sur le digital pendant cette période-là parce que ils ne savaient pas si leur attestation qui leur permettait d'aller faire quelques courses de nécessité incorporait, on va dire, là-dedans le fait de s'informer ou pas. Et ces gens-là, pour certains, effectivement, moi, je n'ai pas reçu. Et j'ai pris le premier exemple, personnellement. Moi, j'avais adhéré à la formule digitale de l'équipe. Et maintenant, j'ai commencé à prendre un tout petit peu cette habitude. Et donc, moralité, je me dis, on va conserver un petit peu la chose. Ça fera moins de papier, ça sera bon pour la planète. Ça évitera forcément aussi de courir et de pas être sûr de trouver son journal du côté du buraliste. Il y aura plus besoin d'attendre 7h ou 8h du matin pour avoir les infos, on les aura dès minuit. Donc, on découvre aussi un petit peu cette praticité. Moi, j'ai toujours été récalcitrant un petit peu à ça parce que cette peur de perdre un petit peu le lien avec les uns et les autres. Et comme on s'aperçoit finalement que par écran interposé, on arrive quand même à conserver le lien, on se dit qu'on a été ridicule de ne pas évoluer avec son temps finalement. Et il y a aussi dans la façon de traiter l'information, forcément, comme chacun était confiné chez soi, tu vois, j'en parlais, mais les interviews, par exemple, se sont faites à distance. On a vu que très vite, les médias, notamment les chaînes de télé, ont fait des interviews via Skype ou d'autres systèmes, comme on le fait actuellement là, d'ailleurs. Et la vidéo a explosé. Je pense que s'il y a quelque chose, alors déjà que la vidéo était bien en train de monter, mais on voit que c'est puissant. Ça a multiplié par 10 l'utilisation de la vidéo. Et vous aussi, dans vos métiers de médias, il y a une nouvelle approche aussi. Du coup, l'interview avant où il fallait absolument se déplacer, etc. Du coup, maintenant, on n'a plus peur, j'ai envie de dire, de la faire à distance. Est-ce que ça, c'est pas aussi une remise un petit peu pas en question, mais du moins une nouvelle façon de procéder? Je vais te prendre qu'un exemple très très simple et concret, et là aussi un petit peu comme celui de l'équipe il y a quelques instants, c'est nos amis d'Eurosport. Nos amis d'Eurosport qui ont mis en place une émission totalement dans le même esprit de ce que l'on est en train de faire actuellement, qui s'appelle le Club d'Eurosport. On est arrivé à une première phase de déconfinement, une deuxième phase de déconfinement, et Eurosport maintient malgré tout aujourd'hui ce programme-là, avec toujours la même logique de s'inviter entre guillemets chez les autres. C'est intéressant si tu veux aussi parce que faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, quand tu t'appelles Canal+ et que tu payes les droits du rugby,
on te déroule le tapis rouge, quelle que soit la demande que tu peux faire en termes d'interview ou autre. Quand tu t'appelles Eurosport, que tu payes un petit peu pour le rugby au niveau de la Pro D2, que les gens ne comprennent pas forcément toujours que tout vient en fait dans un pot commun et que mine de rien, un joueur de top 14 a quand même dans ce qu'il peut toucher, ou un club de top 14 dans ce qu'il peut toucher en termes de droits télé, a quand même une petite pièce de la part d'Eurosport, eh ben, on envoie moins spontanément les joueurs discuter avec ce média-là qu'on ne le fait avec celui qui paye, entre guillemets, le plus. Là, ça a permis quand même de faire comprendre que il n'y avait pas l'effort de se déplacer, qu'on pouvait le faire et qu'on venait directement chez eux pour proposer des choses. Et donc, ça a permis à Eurosport, effectivement, d'aller toucher un certain nombre de sportifs qui, sur le papier, n'avaient pas légitimité à aller dans les studios de Boulogne-Billancourt pour venir parler, mais qui, finalement, se sont ouverts beaucoup plus facilement en ce qui concerne ces versions visio, entre guillemets, parce que c'est pratique, c'est vraiment très sympa. Il n'y a pas à y aller, il n'y a pas le risque d'arriver en retard, de se maquiller, de ceci, de cela, qui prend quand même un petit peu de temps quand tu veux passer à la télévision. Là, tu appuies sur une touche, c'est parti. Et quand ça se termine, tu appuies sur la même touche et tu passes tout de suite à autre chose sans avoir à rentrer chez toi ou quoi que ce soit. Donc, cette praticité-là, elle existe véritablement. La limite jusqu'à présent, c'était la qualité de collection, la qualité d'image, le fait qu'on puisse avoir un buffet de salle à manger avec des écureuils derrière et que ça fait pas forcément très joli par rapport au maillot que peut avoir Alan derrière lui. Tout ça, c'est devenu secondaire finalement. Le fait que ça pixelise un peu, qu'on perde de temps en temps un petit morceau de la voix. Avant, on ne voulait surtout jamais ce genre de choses-là. Maintenant, on a appris que finalement, c'était pas si mal que ça et que les gens s'en accommodaient plutôt pas trop mal. Donc, ça ne peut que donner des idées pour la suite des événements, ça c'est certain. Alors justement, et pour aller plus loin et pour revenir sur le sujet qu'a l'avenir pour le sport amateur et professionnel, et là, je vais plus le professionnel, est-ce que justement l'avenir pour eux, en tout cas pour la partie communication et relations médias, est-ce que c'est plus, du moins simplement envoyer un communiqué de presse, etc. Mais est-ce que les clubs auraient pas intérêt justement à faciliter ça, comme tu disais, mettre à disposition une connexion qui tienne la route. Pourquoi pas dans le stade ou dans le gymnase mettre à disposition une salle qui serait dédiée à ça. Voilà, tout ça. Pourquoi pas faciliter ça et justement, du coup, les médias pourraient venir et se greffer à ça. Est-ce que ça, justement, c'est pas leur avenir au niveau de la com, justement, de faciliter un petit peu plus la vie entre guillemets des médias. Je te dirais, Damien, que Et ben voilà. Un petit peu technique, je crois, pour Julien. On y est. Très beau profil. On pourra apprécier le profil. Je crois qu'il a eu un problème de connexion. Justement. Mais les gens maintenant sont prêts à accepter ce genre de Comme il le disait. C'est la preuve par les faits. Et toi, Flavien, justement, oui. Est-ce que toi aussi, justement, d'adapter à la vidéo et est-ce que justement, ça fait pas partie de la suite de ton métier, justement? Ouais. Et puis, moi, par rapport à ça, je voudrais rajouter que ce qui est intéressant, c'est que ça ouvre un champ, ça peut internationaliser le truc. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, aussi bien toi nous en tant que de ta domiciliation, c'est-à-dire que si moi aujourd'hui j'ai envie d'aller à New York ou à Miami et faire mes coachings là-bas, je pourrais très bien. Et ça, je trouve que ça c'est pas rien, c'est pas anodin comme élément. Et ça, et même si on voit les choses d'une façon mondiale, on va peut-être assister à quelque chose de nouveau qui va être des personnes qui vont partir un peu, on va mondialiser vraiment toutes les activités. C'est-à-dire, tu vas pouvoir travailler avec un Québécois, voilà, on va avoir vraiment une vision, on peut vraiment avoir une vision mondiale de son activité. Et ça, je trouve que c'est hallucinant, les portes que ça ouvre. Ouais, je suis assez d'accord. Hein. Alors, Julien, justement, peut-être revenir sur la question justement de cette vidéo et justement ce qu'on parlait avec Flavien du travail à distance où finalement maintenant ça fait plus peur, on est resté confiné chez nous chacun chez soi pendant 2 mois, donc maintenant cette distance ne fait plus peur. Julien, je crois qu'il ne veut pas répondre à ta question. Voilà la question. Décidément, il coupe, c'est lui qui coupe. Je crois. Et justement, toi, Flavien, par rapport au confinement et même l'après-confinement, est-ce que tu as ressenti justement sur l'après, est-ce que les gens ont préféré, tu l'as dit tout à l'heure, les gens ont préféré la visio, mais est-ce que tu as quand même des clients qui reviennent au coaching plus traditionnel?
Ouais. Moi, et justement, c'est bien, je voulais le souligner là-dessus. C'est intéressant le progrès, mais ça a toujours des effets pervers. Il faut quand même faire attention à, bon, même si on est pour, ça nous apporte des avantages. Je crois qu'il faut être prudent sur l'effet que ça peut avoir en termes de relations humaines. C'est bien qu'on fasse de la visio, c'est sûr. Mais là, par exemple, j'ai repris avec des clients que j'avais en visio pendant 2 mois et on a échangé comme si on s'était pas vu. On s'est parlé vraiment, on a parlé politique, on a parlé de choses, on n'était pas rentré dans le sujet comme si le digital, l'écran, stoppait l'émotionnel finalement et qu'on restait factuel. Et ça, il faut quand même le prendre en compte aussi. Donc, il faut toujours quand même garder un garde-fou de valeur, je pense, et se dire quand même que la relation humaine, elle est quand même importante. C'est bien. Et moi, ce que je me suis dit, c'est qu'il faut le valoriser comme une corde en plus, mais surtout pas que ça devienne même si La on ça, règle. on va la règle, même si ça, c'est pas nous qui allons le décider, hein, c'est le marché qui le décidera. Mais il faut quand même le garder en tête. La valeur humaine, c'est quand même important. Il faudrait pas qu'on le perde de vue. Et justement, nous, on l'a remarqué également, on a repris un peu les tournages avec les clubs qui ont, on va dire, l'autorisation, entre guillemets, de s'entraîner, qui le font en extérieur. Et voilà, les quelques joueurs qu'on a pu interviewer, ils nous l'ont dit, hein, eux, que c'était un plaisir total de se retrouver en groupe, ne serait-ce de courir à plusieurs, etc., Oui, quoi. C'était et oui, vraiment un plaisir pour eux, quoi. et ouais. Il faut quand même qu'on le souligne, hein, pas trop. Je pense que c'est dangereux de trop valoriser quelque chose qui enlève de l'humain. Enfin, faut bien à chaque fois qu'on fasse les aspects positifs et les aspects négatifs pour vraiment être objectif sur le changement et pas que ça soit trop euphorique et qu'on en perde la vraie valeur avec ses avantages et ses inconvénients. C'est moi. Vous me voyez tous en mode discothèque là ou c'est juste moi? Oui, c'est On a ça, oui. l'impression, ouais. Ah C'est oui, d'accord. super. C'est un effet. Ouais, c'est étrange, c'est étrange. Hop. J'en profite pour dire à tous ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. On pourra les faire apparaître à l'écran et on pourra également y répondre directement. Donc, Julien, je crois qu'on l'a encore perdu. Ah, décidément, la connexion est pas top. De toute façon, on va avancer sur le sujet parce que donc justement le sujet c'est l'avenir du sport. Donc là, on a un peu dressé le bilan. On a commencé un petit peu à parler de l'avenir. Donc le bilan, il est que les clubs ont dû s'adapter et ont subi, j'ai envie de dire comme tout le monde, hein, comme les entreprises, etc. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'ils ont perdu évidemment un petit peu d'argent pour les clubs notamment. Il y aura aussi peut-être les questions des licences qui vont se poser. Du coup, comment envisager l'avenir pour les clubs, comment aller retrouver des partenaires, comment aller ne pas perdre cette communauté. Et notamment, ont été mises à disposition par les clubs pendant et surtout après le confinement des opérations qui ont été mises en place. Peut-être Alan, tu peux en parler. Alors, ouais, il y a déjà les clubs eux-mêmes qui ont cherché à trouver un moyen supplémentaire. Comme tu l'as dit tout à l'heure, voilà, on sait que le confinement a eu un impact sur le sport, mais aussi sur les entreprises. Donc, forcément, les entreprises sont moins à même à être donner du financement au club, quoi, à être partenaire au club. Donc, du coup, on sait il y a des clubs comme là en avant Guingamp, par exemple, ou le Stade Toulousain, qui ont mis en place des sortes de murs de supporters où justement, ça leur a permis de récolter un peu de trésorerie et de renforcer aussi le lien avec leurs supporters. C'est-à-dire, chaque supporter pouvait payer pour avoir leur nom inscrit sur un mur. Donc voilà, on sait qu'il y a aussi des clubs qui l'ont fait, qui ont pu le faire aussi dans le passé. Par exemple, pour des maillots. Exemple, je sais qu'à Clermont, il y a eu le HCCA, le club de hockey, qui avait fait ça il y a quelques années, qui avait justement mis en place une sorte de partenariat entre guillemets avec les supporters et chacun pouvait acheter son petit nom écrit sur le maillot. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent être mises en place directement par les clubs. Et après, on sait aussi qu'il y a eu des plateformes, etc., qui ont été mises à disposition, notamment mon club près de chez moi, qui a été mis en place par le CNOSF
qui sera lancé le 29 juin et qui va permettre justement aux particuliers de savoir à peu près quels sont les clubs qui sont susceptibles de les accueillir ou pas. Toujours le CNOSF a mis aussi en place une sorte de cagnotte de subvention de 100 000 euros justement pour venir en aide aux différents clubs. On sait que voilà, les clubs professionnels, ils ont eu du mal, mais les clubs amateurs, c'est encore pire. Ils ont déjà du mal à boucler leur budget annuel avec les sponsors. Donc, un cas comme ne serait-ce là la crise qu'on a connue avec le Covid, c'est encore plus compliqué. Et il y a aussi, il y a quelqu'un qui en parle, je vais même faire apparaître son commentaire. Il y a aussi justement voilà la plateforme qui s'appelle Soutiens ton club, qui est mis en place par le ministère des Sports et la Fondation du sport français, et qui va permettre justement aux particuliers de sponsoriser entre guillemets les clubs avec des dons qui seront bien sûr déductibles d'impôts. De toute façon, il faut pas se leurrer. Hein. La perte en sponsoring, ça va s'élever à 30 à 40%. Après, il y a la Fédération française de football, par exemple, qui a créé un fonds et qui va octroyer 10 euros par licencié et par club pour les aider. C'est vrai que à la limite, les clubs professionnels qui sont la plupart du temps des sociétés anonymes ont pu bénéficier des aides comme toute entreprise, notamment les prêts garantis par l'État, le chômage partiel. Les associations, ça risque d'être un peu plus compliqué. Alors, le chômage partiel, oui, mais les prêts, etc., c'est pas aussi simple. Donc ça, je pense qu'il y a aussi une remise en cause du sport. On l'a vu, par exemple, l'ASM Clermont-Auvergne vient d'annoncer qu'ils allaient baisser la masse salariale de 2,5 millions d'euros. Peut-être que finalement, on va revenir à quelque chose d'un petit peu plus rationnel par rapport à ça. Les clubs ont peut-être à un moment donné vécu au-dessus de leurs moyens. On va peut-être revenir à quelque chose d'un petit peu plus rationnel au niveau des budgets et puis au niveau de la pratique du sport. Parce que moi là-dessus, je pense que il y a un élément, et moi aussi je le vois pour mon activité, qui est déterminant, ça va être les politiques. Qu'est-ce qu'on va avoir comme politique pour le sport? Est-ce qu'on va vraiment avoir une politique vraiment qui incite les personnes à faire du sport, à consommer du sport, à aller voir du sport, ou est-ce que est-ce qu'on va laisser ça de façon secondaire? Les signaux qu'on a pu voir avec notre ministre Maracineanu sont pas excellent. Elle a souvent associé le mot sport et secondaire, donc ça c'est vraiment pas encourageant. Après, on peut toujours avoir des surprises, mais moi je pense que les politiques sont déterminants. Dans quelle politique on va mener pour ramener le sport à ce qu'il était avant? Est-ce que c'est vraiment un désir? Est-ce qu'on a vraiment envie de relancer l'activité dans le milieu sportif? Ça, c'est... Mais, oui. Pour dire sur ce que vient de dire Flavien, avec qui je suis entièrement d'accord. Moi, il y a un truc qui me dérange là-dedans, par contre, et qui me dérange très, très fortement. Le sport, c'est secondaire. OK, eh ben, reprenez vos attestations. Mes enfants, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait 4 ou 5 grandes, entre guillemets, idées qui nous permettaient de mettre le nez dehors. Parmi ces 4-5 grandes idées, il y en avait une qui s'appelait le sport, mine de rien. Ouais. Donc, notre amie présidente ministre des Sports, Oksana Maracineanu, trouve qu'elle a quand même un petit peu une façon de voir les choses à géométrie variable. Un coup, quand on nous dit il faut relancer les championnats et qu'apparemment ça emmerde un petit peu le monde au niveau du gouvernement de remettre des gens peut-être dans les stades, des choses comme ça, ben là on dit le sport c'est secondaire. Par contre, quand il s'agit de nous faire bouger un tout petit peu pour éviter d'être malade, éviter peut-être de trop coûter ensuite à la sécurité sociale, là en revanche on nous dit le sport est pas si secondaire que ça. On vous donne même une dérogation pour pouvoir mettre le nez dehors pour aller pratiquer du sport. Donc, moi, j'avoue que je suis très gêné et très dérangé par rapport à cela. Et ce gouvernement-là est bien content de prendre les recettes fiscales, mine de rien, que cela produit. Et derrière, semble un petit peu plus gêné de prendre en compte, entre guillemets, le chômage partiel en disant ces mecs-là, ces clubs-là, c'est des buts spéculatifs, ça génère un fric fou, pourrait peut-être bien se démerder un tout petit peu tout seul. Bah oui, les enfants, mais alors dans ce cas-là, si on se démerde tout seul au niveau du sport,
Dans ce cas-là, on cotise pas pour les autres. On reste seul du début à la fin. Donc, toujours été un petit peu, moi, dérangé par les différents discours qu'on pouvait attendre sur ces dernières semaines en disant c'est indécent de payer du chômage partiel à des footballeurs, mais c'est pas indécent qu'un footballeur ramène un maximum de recettes fiscales pour pouvoir payer de la sécurité sociale ou des choses comme ça. Donc moi, je suis assez dérangé par les discours que je trouve vraiment dissonants les uns des autres qui sont tenus depuis quelques semaines. Et vous voyez, j'ai pris mes notes et sur mes notes, justement, en haut, j'ai marqué en gros le sport secondaire en France, point d'interrogation, parce qu'effectivement, j'ai vraiment l'impression, a priori, on est d'accord, Oui. que Oui. voilà, que les activités économiques, évidemment, ont dû vite reprendre, les activités culturelles. Alors, est-ce que le sport français est mauvais au niveau lobbying? Je sais pas, mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression que c'est pris de manière un petit peu à la légère quand on voit que la plupart des championnats vont reprendre, quand on voit que, mais même au niveau amateur, je veux dire, c'est même pas qu'une question professionnelle ou parce que même au niveau amateur, enfin, on voit quand est-ce qu'on va faire reprendre les activités, bien évidemment, en restant dans la sécurité, dans les gestes barrières, etc. Quand est-ce qu'on va avoir une vraie politique de reprise du sport pour les clubs, qu'ils soient professionnels ou amateurs? Pour l'instant, on n'en sait rien. C'est-à-dire, on est au courant pour pratiquement toutes les activités, même culturelles, où ça y est, on sait que les cinémas vont pouvoir reprendre, on sait que voilà les théâtres vont pouvoir réouvrir, etc. Et le sport, c'est vraiment l'oublié de cette crise. Alors pourquoi? Eh ben, je sais pas. Moi, je pense, Damien, quand même, pardon, je me permets de te couper. Je pense que la vraie notion derrière tout ça, c'est le public. Le fait, bien sûr, d'avoir un maximum de monde dans un lieu plus ou moins ouvert, en tout cas avec une certaine proximité. Et en ça, moi, je pense vraiment que la vraie jurisprudence de tout ça, ça a été le match du PSG en Ligue des Champions, le match retour contre Dortmund, où on explique qu'il faut mettre un huis clos, qu'on peut pas faire autrement, et où tu te retrouves quand même avec à peu près entre 4500 et 6000 spectateurs selon les sources, qui se sont retrouvés et qui ont fait fi de tout ça pour aller se retrouver finalement pas très loin du Parc des Princes. Donc, je suis convaincu qu'aujourd'hui, la vraie raison pour laquelle on met les deux pieds sur le frein au niveau de l'État, c'est par rapport à cet événement-là et par rapport au fait que le premier match où on a demandé aux gens de rester raisonnables, eh ben, c'est tout de suite parti en sucette. Et les mecs se sont certainement dit, pour éviter tout problème, on va botter en touche et on va carrément arrêter tout cela. Là où on se rend compte qu'en Angleterre, ils parlent de reprendre les différents championnats, là où c'est déjà le cas en Allemagne et où personne ne va au stade, les gens respectent parfaitement les choses. Je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement, par rapport à cet événement-là très particulier, se dit, si on rouvre les robinets, les mecs, ils iront pas au stade, mais ils iront sur le parvis à côté, dans le champ à côté, et ils se réuniront comme si de rien n'était, presque à la limite d'ailleurs en nous faisant un bras d'honneur par la même occasion, parce qu'on sait que c'est toujours un peu lié quand même aujourd'hui entre la politique et un petit peu les différentes attitudes que les gens peuvent avoir. Donc moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, s'ils ont mis et ils ont acté, entre guillemets, cette logique de secondarité, on va dire, pour le sport, je pense que c'est avec cette arrière-pensée-là, personnellement. Oui, après ça c'est pour le sport professionnel, mais par exemple le sport amateur, nous le sport les sports qu'on suit, que ce soit le hand de Cournon ou le foot de Chamalières, c'est 400 licenciés grosso modo chacun. Et pour l'instant, comment ils n'ont pas de visibilité par rapport aux licenciés. C'est quand même pour des clubs comme ça, 400 licenciés, c'est pas rien. Quand est-ce qu'ils vont pouvoir leur faire reprendre, etc. Enfin, c'est aussi ça, c'est pas que le sport professionnel. Effectivement, je comprends que mettre 40 000 personnes dans un stade, c'est pas encore d'actualité, ça. On est bien d'accord, mais il n'y a même pas de projection sur quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre. Aucun sport, en fait. Et c'est ça, en plus, c'est à géométrie variable parce qu'aucun sport ne va reprendre. Par exemple, le hockey sur glace, la Ligue Magnus a dit que de toute façon, ce serait pas avant le 1er octobre. Le foot, je crois, et le rugby espèrent pouvoir reprendre août ou alors début septembre. Donc, du coup, moi, je trouve que vraiment, il n'y a rien de structuré. Alors, est-ce que c'est le sport français qui est pas du tout organisé en règle générale? Est-ce que c'est vraiment le ministère des Sports qui est pas bon, disons-le tout simplement, ou alors je sais pas, mais en tout cas quoi qu'il arrive, c'est le flou et c'est pour ça que moi, de mon point de vue, j'ai vraiment l'impression. Alors, est-ce que c'est plusieurs causes qui font que, mais j'ai vraiment l'impression
que le sport en France est secondaire, ou en tout cas n'est pas pris à la juste valeur qu'on pourrait lui donner. Surtout que depuis des années, on dit, comme disait très bien Flavien, qu'il faut, voilà, faites du sport. On a incité les gens à prendre des licences, à faire du sport. Et au final, là, on leur fait un doigt d'honneur en disant, bah non, faites pas de sport. Et de toute façon, c'est pas si important que ça. C'est moins important que d'aller au théâtre ou aller au cinéma. Donc, c'est un peu bizarre comme discours. Moi, je pense que il y a pas, c'est pas. Julien, il a complètement raison. Effectivement, l'aspect du nombre, il est vachement important, même si on peut se demander, bon, là, on sort de manif avec 20 000 personnes, ça dérangeait pas tant que ça. Après, c'est sûr, hein, t'as clairement raison, Julien. Mais ce qu'on peut rajouter, et là aussi où Damien t'as raison, et c'est pour ça que c'est jamais évident à comprendre, parce qu'il faut toujours faire une synthèse pour bien comprendre. En France, on n'a jamais été pro-sport. Ça, il faut bien se le dire, hein. On n'a jamais été pro-sport. Quand il y a juste à regarder en Allemagne comment la culture du sport, eux, ils ont la culture du sport. Il y a du sport tous les après-midi à l'école, déjà. Nous, on a 4 heures de sport toutes les 2 semaines, je crois, ou par semaine. C'est incomparable. On est dans un pays qui est plutôt, qui valorise plutôt les personnes intellectuelles plutôt que les sportifs. Donc ça, c'est le premier aspect. Effectivement, après, le deuxième aspect que Julien l'a souligné, c'est effectivement le nombre. Moi, je pense plus qu'au regard des tensions sociales desquelles on a eu du mal à sortir, là, on vient de rajouter de la colère. Ils ont tout intérêt à dire, bon, on va essayer de contrôler tout ça. D'ailleurs, on peut voir que la loi d'urgence qui était prévue jusqu'au 10 juillet, ils sont en train de parler pour la repousser jusqu'en octobre. Alors qu'on voit que l'épidémie, elle est quasiment inexistante aujourd'hui. On peut se demander les vraies raisons, si c'est pas vraiment pour éviter d'avoir le peuple dehors et que ça devienne incontrôlable. Donc tout ça s'amalgame et c'est le milieu sportif qui en pâtit un petit peu. Donc moi je suis persuadé que sans politique, mais quand je dis, parce qu'il y a eu un message là d'une personne sur Facebook là qui disait oui, ils ont mis 39 ou 45 millions, je sais pas si j'ai bien lu, 35 millions et 3 quarts à destination des clubs. Mais quand on parle de politique, on parle pas forcément de finances, on parle de discours politique. Un discours politique, ça a énormément d'impact. Quand des ministres commencent à dire oui, on invite les personnes à faire du sport. Quand il y a des campagnes de communication, c'est ça une politique. En tout cas, ça fait partie d'une politique. Moi, je pense que ça, c'est ça qui nous manque aujourd'hui. C'est des politiques qui manifestent leur engagement à inciter les personnes à faire du sport. Voilà, c'est ça que je voulais rajouter. Après, donc, n'hésitez pas. Ouais. N'hésitez pas, justement, à commenter en direct sur Facebook, ou même à poser vos questions. On pourra les diffuser en direct et réagir. Après, juste un dernier mot justement sur ça et toute la politique sportive. Dans d'autres pays, tu citais l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, ils se sont servis du sport justement pour, comment je dirais, comme remède entre guillemets après la crise où les gens justement avaient un peu besoin de ça. Et en France, on interdit toujours les gens. Depuis pas longtemps en tout cas, on interdit les gens de faire du sport et les clubs, parce que c'est aussi ça, j'en reviens toujours, les clubs de pouvoir reprendre une activité normale, parce que à ce jour, je le répète, nous les clubs avec qui on travaille, ils ne peuvent toujours pas accueillir leurs licenciés et reprendre au moins faire un semblant de reprendre des entraînements et c'est pas que des grands, c'est aussi, je parle des jeunes. Des écoles de foot ou de hand ou de autres, pour l'instant, c'est toujours pas le cas et donc c'est un peu dommage. Je te prends un exemple concret là aussi, Damien, pour expliquer qu'il y a du mal à comprendre des choses qui sont presque incompréhensibles. Le golf, un club de golf aujourd'hui, on permet aux gens de retourner au club de golf, de faire leur partie amicale avec 4 partenaires, c'est-à-dire, mine de rien, exactement le même format que l'on a en compétition. À une nuance près, c'est qu'à la fin de la compétition, on compare les scores de tout le monde et on établit un classement. Mais aujourd'hui, nous, on nous explique dans les clubs de golf,
faites venir les gens, 4 par 4, toutes les 10 minutes, faites-les circuler sur le parcours. Vous pouvez enregistrer leur score si éventuellement ils veulent faire évoluer leur classement handicap, puisque c'est une des notions qui est possible. En revanche, quand derrière on dit, bon, bah, mine de rien, c'est comme si on faisait une compétition, puisqu'on joue dans les mêmes conditions qu'une compétition, à une nuance près, c'est qu'on ne fait pas de classement à la fin, et on t'explique, non, aujourd'hui, au minimum jusqu'au 31 juillet, probablement jusqu'au 31 août, on ne vous donne pas la possibilité d'organiser une compétition de golf, au seul motif que ça sous-entendrait qu'il y ait une remise des prix, et donc, encore une fois, un regroupement de personnes. Il est tout à fait possible aujourd'hui de cadrer les choses. Cet exemple concret qu'est le club de golf, de faire sa partie, de partir derrière sur le parking, de récupérer les classements par n'importe quel média digital ou logique digitale, entre guillemets, et ensuite, un par un, venir récupérer son lot ou quoi que ce soit, sans que ce soit sacralisé par une remise des prix. Donc, comment veux-tu comprendre aujourd'hui des choses quand, dans une même phrase, on te dit « allez jouer au golf comme si vous étiez dans les conditions d'une compétition, mais c'en est pas une. Mais par contre, si vous mettez le mot compétition juste au-dessus, là, on ferme tout, vous avez le droit à rien, il n'y a plus le droit de faire quoi que ce soit. » Mais j'ai envie de dire que c'est un peu à l'image de finalement le premier discours qu'a pu faire Emmanuel Macron en disant tout cela, en expliquant « mesdames et messieurs, on va vous demander de rester chez vous, mais par contre, allez voter dimanche. » Puis dans un deuxième temps, monsieur, restez chez vous. Mais allez bosser quand même. Hein. N'oubliez pas que pour certaines choses, vous pouvez mettre le nez dehors. C'est pour ça aussi, je pense qu'il y a eu, d'une manière générale et aussi pour le sport, un petit peu cette période de sidération à se dire, enfin, mon Dieu, on nous dit d'un côté qu'on peut pas faire ci, mais finalement, on nous autorise de faire cela. Ça peut pas durer si longtemps. Ça va bien rentrer à un moment ou un autre dans la normale. Donc, quelles sont les vraies ficelles qui sont derrière tout cela? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on dit oui à certaines choses et non à des choses qui sont quasiment équivalentes? Ça reste encore incompréhensible. Je vais au marché couvert, j'ai pas le droit d'aller au marché en extérieur. Je vais au supermarché où on nous dit qu'il faut pas se confiner, machin, cela, mais j'interdis le marché extérieur. Comment réussir à comprendre les choses véritablement quand elles nous paraissent pas complètement logiques? Il faudrait peut-être nous les expliquer un peu mieux. Et ça, je reconnais que depuis 2 mois, quand même, on a une ministre des Sports qui nous dit non, c'est pas prioritaire, non, c'est pas ceci, non, c'est pas cela. Et quand on lui demande la raison, elle ne sait que nous répondre parce que au-dessus de ma tête, on m'a dit de dire ça. Et au-dessus de la tête, bien sûr, personne ne donne de raison particulière non plus. Après, c'est ça, exactement. Oui, vas-y. Vas-y. Non, je disais, c'est plutôt maintenant comment vont réagir les clubs, les associations, les coachs sportifs, etc. Enfin, tout le monde du sport à ça. Est-ce que ça va être un vaccin? Pour le coup, on est dans le sujet. Est-ce que ça va les vacciner? Je pense notamment à tous les associations, les clubs qui devaient organiser des événements, parce que il n'y a pas que le sport collectif, il y a aussi le sport individuel, les courses cyclistes, les trails. Enfin, ça a été une hécatombe. Comment ils vont pouvoir s'en relever et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir mettre en place justement pour pallier à ça à l'avenir, Julien? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, on a bien vu. On a bien vu. On pense pas grand-chose pour être honnête avec toi, parce que quoi en penser? C'est difficile. Je ne veux pas te dire que tu me prends complètement au dépourvu parce que bien sûr, on avait un petit peu évoqué cela dans le programme, mais j'ai pas vraiment de réponse moi sur le sujet. J'ai mon avis, hein, bien sûr, sur la question comme tout le monde certainement, mais qu'est-ce qui va en ressortir de tout ça? Très compliqué à dire. Vraiment. Moi, à mon niveau, sincèrement, j'ai pas de réponse très concrète sur ce sujet-là. Et justement, comme le disait Damien, voilà, les clubs vont devoir préparer l'avenir et notamment les clubs de foot, les clubs de hand, etc. Ils sont déjà en train de préparer l'avenir. On a déjà parlé des partenaires tout à l'heure. Mais par rapport aux licenciés, voilà, quelles seraient les solutions qu'ils devraient adopter justement pour attirer les licenciés au sein des clubs et en essayant aussi de convaincre les familles. Alors là, je parle pour tout ce qui est école de foot, école de hand, etc. Convaincre les familles en disant voilà, vous inquiétez pas, nous, on va mettre en place tel et tel dispositif par rapport au virus, par rapport aux gestes barrières. Donc voilà, vous pouvez très bien inscrire vos enfants à partir de septembre, à partir d'octobre, en fonction du début des championnats et ne serait-ce des activités, des entraînements. Donc, quelles seraient pour vous justement, quelles seraient pour vous les solutions?
Tout le problème est là, Alan. On est sans horizon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu veux organiser une réouverture, tu veux réorganiser des saisons sportives, tu veux réorganiser l'ouverture et la distribution de l'essence pour des clubs de sport, en expliquant aux gens, oui, mais on ne sait pas quand vous pourrez vous en servir. Alors, qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire, les gens? Ben, ils vont être comme tout le monde. Ils vont se dire, on va attendre. Et puis, quand ça sera le feu vert, ça sera le feu vert. Je te reprends l'exemple que je te donnais tout à l'heure au niveau des clubs de golf, parce que c'est vraiment un secteur, moi, que je maîtrise très, très bien. Ben, nous, on a des gens qui ont leurs cotisations dans les clubs de golf, qui sont arrivés à échéance pendant le confinement et qui ont arrêté leurs cotisations en disant, bon, bah, on va attendre de voir quand est-ce qu'on pourra reprendre, à quoi bon payer pendant 2 mois si on peut pas jouer pendant 2 mois. À l'inverse, tu as des gens qui avaient payé leurs cotisations en une fois en début de l'année, à qui il faut expliquer et faire avaler la couleuvre de dire, bah oui, mais vous avez payé au début de l'année, il faudrait qu'on vous rembourse quelque chose que vous avez déjà payé. Alors tu prends plutôt le parti de dire aux gens qui veulent pas payer tout de suite, bah, pensez aux gens qui ont payé en une seule fois. Où on vous fait une facilité de paiement, mais à l'arrivée, il faut quand même que ce soit juste vis-à-vis de ceux qui payent en une seule fois. Donc, continuez. Et là, eh ben, tu redeviens le nerf de la guerre, le nombril et les 5 centimètres autour, et chacun ne regarde et ne veut voir que sa situation particulière, sans penser à quelque chose de général et de particulier. Donc, quand tu es dans cette logique de vouloir dire, on veut redistribuer des licences parce que ça va permettre de rentrer des fonds qui vont nous permettre d'organiser des choses, de payer des salariés, d'entretenir éventuellement des terrains sportifs, X, Y ou Z, qui soient en salle ou qui soient le petit cours de tennis en béton d'un côté ou le parcours de golf de 60 hectares de l'autre qui demande beaucoup plus de travail. Ben, ça demande effectivement de faire tourner un tout petit peu les boutiques. Mais là, d'un seul coup, la solidarité, on te dit qu'elle ne s'exige pas et que là aussi, c'est encore une fois géométrie variable. Tu vas avoir ceux qui vont te dire, bah moi je continue de payer et puis je me doute bien que quand on va pouvoir ouvrir les robinets, on aura une petite compensation, un petit quelque chose qui sera fait pour récompenser notre fidélité et le fait d'avoir été solidaire. Et de l'autre côté, bah, tu as ceux qui disent, ah bah moi de toute façon je m'en fiche, je veux pas en entendre parler, moi je ne paye pas pour un service que je ne pratique pas ou que je ne peux pas, auquel je ne peux pas avoir accès. Donc je recommence. Avec quel horizon? Tout ce qu'a dit Alan est d'une grande justesse. Le seul problème, c'est toujours problème d'horizon. On va vouloir vendre des licences à des parents qui vont nous dire, ah monsieur, moi je veux bien vous la prendre votre licence, mais à partir de quand je vais pouvoir m'en servir? Si je peux m'en servir qu'à partir du mois de novembre et qu'elle se termine au mois de décembre, excusez-moi monsieur, j'attendrai le mois de janvier l'année d'après pour pouvoir reprendre ma licence et éventuellement, si on rouvre les robinets, à ce moment-là, on verra des choses. Moi, je crois que c'est aujourd'hui le gros problème, il est là, c'est que on est dans un cadre qui n'est absolument pas défini. On parlait du rugby tout à l'heure. Le rugby, un jour on te dit on reprendra au mois de septembre comme c'était prévu. Le lendemain on t'explique tant qu'il n'y aura pas de vaccin qui sera trouvé, on reprendra pas. Le 3e jour on te dit oui on va trouver une cote mal taillée, on va revoir un certain nombre de règles. Donc on va faire du rugby sans mêlée, on va faire du rugby sans plaquage. En d'autres termes, on va faire soit du jeu à 13, soit du touch rugby. Donc, à quoi bon faire 2 championnats de rugby à 13 ou 2 championnats, même si là c'est un petit peu moins structuré, de touch rugby? Ça tombe sous le sens. Tant qu'on n'a pas un horizon précis avec, j'ai envie de dire, un certain nombre de dates, un certain nombre d'indicateurs qui devront, à intervalles réguliers, venir se mettre en position, quel discours tu peux tenir à ton client? Quel discours tu peux tenir à ton supporter? Je vois pas. Aujourd'hui, je ne vois pas vraiment, entre guillemets, quels peuvent être les éléments qu'on peut mettre en avant. Parce que il n'y en a pas un, pour reprendre ce que disait Alan, il n'y en a pas un aujourd'hui à qui on ne posera pas la question, monsieur, quand est-ce qu'on reprend? Et il n'y en a pas un qui est capable de donner la réponse parce qu'il n'y en a pas un qui la connaît. Et je te dirais même, je te dirais même, Julien, on a côtoyé, comme j'ai dit tout à l'heure, des clubs là cette semaine. Il y a même des présidents de clubs qui nous disent, ouais, on a des soucis parce qu'il y a des licenciés qui sont presque prêts à se faire rembourser les licences ou vraiment se faire rembourser les licences au prorata en disant ouais mais c'est bien beau mais bon nous on a joué de septembre à février, quid du reste? Complètement. Et donc la solidarité, là encore à géométrie variable, pendant 1 mois ou 2, pourquoi pas. Enfin, au bout d'un moment, je suis comme les autres quand même. Je regarde mon nombril. Combien de personnes ont maintenu leur abonnement à Canal+, à beIN Sport et compagnie en se disant bon bah si ça reprend dans 15 jours, 3 semaines, bon, allez c'est pas grave, on va faire cadeau d'1 mois et puis ça fera notre petit coup de solidarité ou quoi que ce soit. Et là maintenant, bah tu vois que ça tombe dans tous les sens parce qu'il n'y a pas d'horizon pour la reprise de Ligue des Champions. Donc RMC est en train de souffrir terriblement parce que tout le monde a arrêté l'abonnement en se disant bah si ça reprend au mois d'août, on reprendra au mois d'août. C'est eux qui ont fait le choix de faire quelque chose où on peut s'abonner et se désabonner aussi instantanément sans être pris au piège pendant 1 an ou quoi que ce soit. Et donc tu mets entre guillemets la boule de neige ou le cercle vicieux cette fois-ci en marche.
on va plus donner les abonnements, donc les télés vont plus vouloir payer les sports, qui vont plus pouvoir payer les joueurs, qui vont être obligés de faire payer plus les supporters, qui vont pas vouloir payer. Et si on continue à boucler cette boucle-là, on va finir juste par se faire péter tout ça à la tronche à un moment ou à un autre. Et c'est en ça, finalement, on se rend compte quand même, pour revenir un petit peu quand même à notre cadre de départ, ce petit bandeau que je vois au-dessus de nos têtes, l'avenir pour le sport amateur ou professionnel, ben moi je crois bien qu'aujourd'hui le sport amateur a beaucoup plus d'avenir pour le sport que le sport professionnel si cette situation vient encore à perdurer pendant 3 ou 6 mois, parce que c'est a priori ce qui pourrait arriver pour un certain nombre de sports, peut-être même tous. À condition ouais. que l'épidémie ne revienne pas aussi. C'est aussi la crainte pour certains clubs et même certaines saisons sportives qu'elles retombent au mois d'octobre-novembre. Et là, quid? Qu'est-ce qu'on fait? On annule tout? On arrête les championnats après 4 journées et on clôt tout? Ah bah déjà que ça a été un peu le bordel. Hein. Si vous voulez me vendre une jolie licence, Monsieur Kinig, vous n'avez déjà pas été capable de me dire à quel moment on reprenait notre activité, mais vous êtes même pas capable de me dire si ça va pas nous répéter à la tronche un moment ou un autre. Et est-ce qu'au premier FreeBat d'hiver, cette saloperie va pas revenir? On va pas se reprendre un confinement. Et donc, est-ce qu'il va pas falloir maintenant mettre en place des licences sur 6 mois parce que les 6 mois où il fera chaud, il y aura pas de virus. Les 6 mois où il fera froid, il y aura le virus. Voilà. Donc, je peux comprendre aussi, je le redis, moi je fais partie de ceux qui spontanément veulent aller vers la solidarité parce que tôt ou tard, il finira quand même par se calmer un peu ce merdier. Mais je peux comprendre aussi qu'en face, les gens disent, pas de prise de risque, on botte en touche. Est-ce que s'il y a une deuxième vague, est-ce que si le virus revient l'année prochaine, on nous donnera aussi généreusement le chômage partiel? Est-ce qu'on va pas se retrouver un peu comme ça? Moi je prends que l'exemple, hein, encore une fois, hein. On nous a libéré le 11 mai. Le 12 mai au matin, on était blindé de monde dans tous les clubs de sport. On avait des consommations, ça reprenait entre guillemets, etc., etc. Et au bout de 15 jours, qu'est-ce qu'on attend? Les commerçants qui disent où sont les clients? Les clubs de sport, je reprends moi cet exemple parce que je le maîtrise au niveau du golf. On ne savait pas où donner de la tête les 8-10 premiers jours. Depuis 15 jours, moi je sors d'une journée aujourd'hui où je suis passé au golf à côté de chez moi. Je suis arrivé, j'ai dit c'est la météo qui fait qu'il y a personne ou quoi? Non, il n'y avait personne parce que d'un coup d'un seul, tout le monde se remet à dire un peu de prudence, comment ça va se passer, à quelle sauce on va être mangé. On s'est offert une petite soupape de liberté, on s'est offert un petit peu de plaisir pendant 15 jours, mais maintenant on ne sait encore pas où on met les pieds. Donc prudence, on reste calme et à tous les niveaux ça marche comme ça. Donc si tu veux vendre ta licence, Alan, et je suis d'accord avec toi, on a tout intérêt à le faire quand même ou quoi que ce soit, tu as intérêt à me donner des arguments pour m'expliquer que si on ne peut pas pratiquer notre sport, bah, tu vas quand même nous offrir une petite soirée, un petit loto, un machin, je sais pas quoi, qui va permettre de justifier ce qu'on aura mis sur la table. Pour l'instant, tu peux me garantir quelque chose? Eh ben, moi, je te la prends pas, ta licence. Je connais des visio-coaching. Et justement, Flavien, toi qui as créé justement la plateforme My Coach Company, oui. Comment toi aussi tu rassures et tu es coach déjà et puis voilà tu as créé une plateforme donc qui met en relation les coachs hein, c'est ça ouais, donc ça. My Coach Company et comment maintenant que les gens ont goûté au numérique et tu disais au visio coaching comment vous rassurez les gens justement comment les rassurer pour revenir au monde réel j'ai envie de dire juste avant je voudrais revenir sur ce qu'a dit sur ce que disait Julien et par rapport à effectivement ces clients qui sont venus tout au début de la fin du confinement et qui aujourd'hui ont disparu. Je pense que là on prend en plein visage l'effet boomerang des médias qui ont angoissé tout le monde pendant 2 mois et qui aujourd'hui on se rend compte que même en envoyant des messages positifs, il y a eu un tel ancrage de la part des gens qu'il y en a encore beaucoup qui sont traumatisés. Et ça, il faut vraiment pas le sous-estimer. Il y a encore beaucoup de gens qui ont peur et ça va prendre du temps avant que ça reparte. Moi, je pense que septembre, octobre, là, on sera sur quelque chose de déjà un peu plus normal. Il y aura les grandes vacances qui seront passées, les personnes auront eu le temps de penser à autre chose, de décompresser. Et là, on va revenir un peu dans des choses un peu plus normal, le traumatisme sera passé, c'est encore frais là. Faut pas sous-estimer l'effet du traumatisme. Donc maintenant pour répondre à ta question, en fait moi quand j'ai repris mes coachings, par exemple, pour te donner des cas concrets, j'avais une personne qui voulait qu'on soit masqué.
qui avait plus de 65 ans, qui voulait absolument qu'on soit masqué. Et puis au bout de 10 jours, c'est elle-même qui m'a dit on peut, ça te gêne pas si on l'enlève. Bon, globalement les personnes n'étaient pas trop, voilà, elles voulaient un peu d'écart, elles voulaient privilégier l'extérieur, mais globalement ça allait. Après, moi dans mon cas, on parle d'un panel CSP+, si tu veux, donc avec une certaine, voilà. C'est quand même un type de personne avec une façon qui est peut-être plus informée, qui va peut-être aller plus sur d'autres médias, qui est pas forcément branché toujours sur les médias mainstream. Et ça, je pense que ça change. Et aussi avec une réflexion peut-être qui est un peu plus différente que des personnes lambda entre guillemets, hein, si on peut dire ça. Donc moi, pour ma part, ça a été assez bien vécu quand même. C'était une reprise assez facile finalement. Et justement, voilà. Est-ce que tu réfléchis déjà à, admettons, l'épidémie revient, admettons, le confinement revient, est-ce que tu as déjà on va dire des plans B, quoi? Bah en fait, c'est simple. Maintenant que le visio est devenu est rentré dans les mœurs, ça va aller beaucoup plus vite. Là, ça a mis, on a attendu 2 semaines. Il y a eu 2 semaines de réflexion et après il y a eu ça s'est fait crescendo. Il y a des clients qui étaient un peu résistants et petit à petit on est arrivé à 70% à peu près des clients qu'on avait normalement à des clients qui sont passés en visio. Et donc là je pense que la transition se fera beaucoup plus rapidement si jamais ça devait se reproduire. Même si moi j'ai peu de, je suis pas sûr qu'on reviendrait à du confinement quand même. Enfin j'ose espérer qu'aujourd'hui on sait qu'un masque, je pense que dans les pays asiatiques, des coronavirus, ils en ont très régulièrement et ils font pas du confinement à chaque fois. Aujourd'hui, on sait qu'on a des infectiologues très célèbres qui nous le disent régulièrement, c'est qu'on teste, qu'est-ce qu'ils disent déjà? Il y a 3 trucs, on teste, on soigne et enfin bon. Aujourd'hui, on protège, on teste, on soigne. Donc, je pense que si on a tous un masque, à un moment, ça va peut-être stopper la vitesse de l'épidémie. Là, il y a eu quand même un problème on va pas refaire l'histoire hein, de ce qui s'est passé, mais tout le monde sait qu'à un moment, on avait besoin de masques et qu'on n'en avait pas, et qu'on nous a même dit de pas en mettre, et que ça a quand même changé tout. C'est ça un peu qui a écrit ce qui s'est passé aujourd'hui. Si aujourd'hui, au moindre cas, on met tous des masques, on se fait tous tester, je pense pas qu'il y aurait besoin de se confiner. Et de toute façon, moi, je vois pas comment la France elle pourrait supporter un deuxième confinement. Je veux dire, là, on a débloqué combien de milliards? Ça, on peut pas le faire indéfiniment. C'est le crack du système après. Déjà que là, on a débloqué énormément de milliards et ça commence à choquer certains organismes qui eux demandaient, par exemple pour les retraites, pour les hôpitaux. Il y en a qui commencent à se poser des questions. Quand on avait besoin d'argent, il n'y en avait pas. Et là, il y a une crise. Là, on nous sort des valises. Donc ça, est-ce qu'on pourrait le refaire une deuxième fois? J'en doute. Je pense que là, le système pourrait pas résister, à mon sens. Hein. Voilà, moi, ce que je voulais dire par rapport à ça. Tu sous-entendrais alors bien qu'on pourrait mettre, entre guillemets, en danger la santé des gens sous prétexte de… J'ai pas compris ce que tu m'as dit. Alors, bien sûr, c'est très ironique, naturellement, hein, mais je disais, tu sous-entendrais donc que sous réserve que l'économie pourrait pas suivre le mouvement, on s'intéresserait un petit peu moins à la santé des gens d'un coup d'un seul? Non, je pense qu'on serait moins radical pour pouvoir préserver, pour pouvoir garder un discours cohérent. Si tu veux, moi je pense que le confinement, on avait plein d'autres solutions que le confinement, mais avec le confinement, on a quelque chose de sûr qui nous permet de rester crédible. Avec le confinement, on est sûr que on va limiter. Alors, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, hein, mais on peut l'imaginer. Là, je pense que on laisserait pas des gens malades parce qu'on constate bien quand tu regardes dans d'autres pays, tu vas dans d'autres pays d'Asie qui se sont masqués tout de suite. On a beaucoup moins de cas. Donc on a bien compris que de toute façon c'est même pas mathématique quoi, mais je veux dire c'est du bon sens. Si quelque chose qui se propage par la bouche, on arrive à le stopper en étant masqué, voilà, c'est que nous on n'a pas cette culture là. Je pense que tout est une histoire de culture en fait. Hein. En France, si on nous avait dit de tous mettre des masques, est-ce qu'on l'aurait tous fait? On peut se poser la question. Tu vois, il y a plein de choses qui font que non, moi je pense.
j'irai pas dans ces chemins-là comme ça en disant est-ce qu'on nous laisserait malades. Non, non, je pense pas que quelqu'un pourrait dire ça, mais on ferait différemment, ça c'est certain, parce que ce sont des expériences. Et En on tout aurait cas, tout. je pense Oui. au niveau, voilà, au niveau de l'hygiène, je pense que là, il y a une prise en compte générale, pas que pour le sport, pour recentrer un petit peu le débat justement sur le sport. Je pense qu'on est globalement tous d'accord que au niveau de la protection et au niveau de l'hygiène, que ce soit dans le sport ou à l'extérieur, il y a une prise en compte générale et que de ce côté-là, plus rien ne sera pareil. Après, Bah pour revenir, ouais, ouais, même si, excuse-moi de te couper, même si moi j'ai des enfants de 5 et 6 ans, je trouve des fois que c'est un peu exagéré, quoi. Par exemple, à l'école, est-ce qu'on va accepter que des enfants puissent pas jouer ensemble sous prétexte qu'il y a un virus? Je veux dire, on est humain, des virus, on a eu de toutes les générations, avec des virus qui étaient bien plus mortels que 29 000 morts. Faut comparer avec la grippe, tout le monde le fait. Bah, moi aussi, je le fais, je compare avec la grippe, je trouve pas que ça soit plus dangereux que la grippe. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on est dans une société où c'est la mort qui privilégie la vie. Moi, je suis pour la vie et il faut qu'on vive et on doit vivre ensemble. Si on commence maintenant à se dire on vit les uns à l'écart des autres, bah, moi c'est pas la vie que je veux. Hein, et j'espère que je serai pas tout seul à penser ça et qu'on le dira et qu'on dira que non, c'est pas la vie qu'on veut et pas surtout pas pour nos enfants. Je veux dire, moi j'étais garé à un moment à côté de chez moi, il y avait une école et je voyais les enfants à la queue leu-leu, 1 mètre de chaque. Mais c'est pas possible, on peut pas vivre comme ça. Donc et est-ce qu'on peut imaginer que parce qu'il faut quand même penser à la rentrée j'espère du moins, de septembre pour les licenciés. Est-ce qu'on peut imaginer justement que ce sera ça, le sport le en fait, sport dans les clubs? Est-ce ouais, que mais ça va comment être tu ça les... Ouais, bah moi je veux bien, mais comment on le justifie? Quand on te dit il y a plus d'épidémie, comment on justifie qu'après on garde des distanciations? Et déjà, c'est déjà le cas maintenant. On est en train de nous Ouais. dire, l'épidémie a quasiment disparu, c'est une épidémie saisonnière, on arrive en saison où il disparaît, mais on continue à faire de la distanciation. Et c'est là où il faut avoir un esprit de synthèse et penser politique, penser que regroupement égale communication, égale rébellion, égale système en danger. Moi je pense, hein, ça c'est mon avis, hein. Là, on a tout intérêt à garder les gens à l'écart. On a tout intérêt à éviter qu'il y ait trop de regroupements, parce que si tout le monde commence à communiquer et qu'il y a des esprits qui s'échauffent et qui arrivent à regrouper les gens dans une même idée, ça peut être très dangereux. Je pense que là, c'est ça que le pouvoir redoute. C'est une cristallisation des problèmes. Là, il y a toutes les classes moyennes, beaucoup de classes moyennes, les petites entreprises qui se sont endettées. Il y en a qui ont fermé. Je pense qu'il va y avoir des colères, mais où les gilets jaunes, c'était l'entrée. Là, le plat principal, il va être beaucoup plus violent, je pense. Et que ça, on va le voir en septembre. D'où En l'intérêt tout cas, oui. non, non, vas-y, Ouais, fini. d'où l'intérêt de pousser la loi d'urgence jusqu'en octobre. C'est pas du tout une histoire de virus. On a bien compris que là, le virus, bah, il avait quasiment disparu, comme tous les virus saisonniers, comme le disent des spécialistes. Mais là, il va falloir contrôler les masses pour garder le système en place. Donc, et ça passe par une limitation des regroupements. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Après, malheureusement, il y a des dommages collatéraux. Bah, le sport, lui, il se le prend vraiment parce que aujourd'hui, c'est lui qui, avec les concerts, c'est lui qui regroupe le plus de personnes. Donc, il y a tous ces éléments-là. Moi, je suis complètement contre de garder ces distanciations en septembre. À un moment, on a besoin de vivre ensemble. Moi, aujourd'hui, quand j'ai envie de tendre la main à un client et que je vois que bon, bah voilà, c'est plus, bah ça me fait un peu, c'est un malaise et en même temps, ça m'attriste. Aujourd'hui, bah ouais, mais on a envie de se prendre dans les bras, on a envie de se faire une accolade, bah on peut plus. C'est ça la vie qu'on veut avoir demain. Mais c'est honteux de laisser faire ça. On n'a pas le droit de laisser faire ça. On doit dire aujourd'hui, est-ce qu'il y a un virus? Non, bah ok, on reprend comme c'était avant. Non mais on n'est plus, on a l'impression qu'on est devenu chacun entre nous des pestiférés. Moi j'ai le souvenir quand il y avait le confinement et qu'on se croisait dans la rue et que les gens changeaient de trottoir. Non mais où est-ce qu'on va quoi? Je veux dire, on est devenu maintenant des pestiférés mutuels où faut pas qu'on se touche, faut pas qu'on 1 mètre d'écart s'il te plaît. Non mais ça va, on se serre la main. Il faut retrouver de l'humanité parce qu'on est en train de perdre de l'humanité et ça c'est dangereux, je crois. Euh, Alors justement, avec les traits là qu'on a dressés, comment les clubs, les associations, etc. vont pouvoir
envisager l'avenir et notamment est-ce que cette crise, ça va pas justement les effrayer pour organiser d'autres événements. Je disais voilà toutes les courses cyclistes, toutes les trails qui ont été annulés, etc. Comment ils vont pouvoir aussi se projeter par rapport à tout ça. C'est ce je reprends. c'est ce que disait Julien, hein. Julien, il a bien dit, aujourd'hui, personne ne peut savoir. Parce que là, tu as le pouvoir, c'est les politiques qui ont le pouvoir entre les mains. Donc, à partir du moment où il n'y aura pas de... Oh, excusez-moi. Ah, on l'a perdu. Je crois qu'il est tombé dans les escaliers. Ne faites pas de bruit. Hein. À partir du moment où on n'a pas une politique qui rassure, tu peux rien faire. Tout le monde est le nez suspendu au discours des politiques. Donc, à partir du moment où on n'a pas une politique claire de reprise, on est là, on est dans le c'est bien. Oui, mon cher. Voilà, pour moi, aujourd'hui, c'est les politiques, c'est aux politiques de donner une ligne claire sur la reprise et comment, et étape par étape, comment ça doit se passer. Aujourd'hui, vous avez des instituts qui, par exemple, pour prendre le cas de l'éducation nationale, eux-mêmes ne savent même pas dans 8 jours comment ça va être. On est dans ce flou-là aujourd'hui, donc de leur demander de savoir ce qui va se passer en septembre, mais là, malheureusement, on n'y est pas du tout. Donc, oui. Ouais, il y avait une question justement sur la communication et comment les clubs vont pouvoir communiquer. Voilà, c'est ça la nouvelle façon de percevoir la communication et le marketing au sorti de cette crise, notamment au niveau des clubs dans lesquels vous intervenez. Voilà, reprise d'une communication habituelle ou nouveauté. Et justement, Julien a touché du doigt quelque chose d'intéressant par rapport notamment aux licences, aux matchs, etc. Est-ce que justement il va falloir, et c'est mon avis, justement maintenant dans les communications, prévoir ça, parce que ça aussi c'est important, parce qu'on l'a vu la communication, c'est important et le marketing. Et je pense qu'effectivement, et ça fait partie du sujet qu'on traite aujourd'hui, quel avenir pour le sport amateur et professionnel, et pour la partie qui nous concerne, nous, avec l'agence Kinnick, c'est-à-dire la communication, je pense qu'il va falloir prendre en compte maintenant dans la communication des clubs et des organisateurs d'événements cette éventualité qu'un événement peut être annulé ou sera différent. Donc je pense que ça fait partie des choses qu'il faut prendre en compte. Et par exemple, notamment au niveau des licenciés, effectivement, pourquoi pas maintenant, comme disait Julien, peut-être des licences qui prennent en compte, c'est malheureux, mais prennent en compte ce type d'événement ou ce type d'aléas qui font, parce que c'est vrai que c'était jamais arrivé. Et je pense, mais ça, tout le monde le fait, parce que même au niveau des entreprises, où maintenant, je pense que les entreprises, elles vont prendre des clauses, si on peut appeler ça comme ça, c'est un mot un peu vulgaire, mais il y aura des clauses. Et au niveau de la communication, de toute façon, comme on ne sait pas exactement quand et comment ça va reprendre, c'est sûr que c'est très compliqué pour communiquer. C'est que nous, avec le hand de Cournon, le foot de Chamalières, on commence quand même à parler du mercato. Je pense que Julien, tu vois que maintenant ça s'accélère un petit peu au niveau des recrutements, etc. Voilà, d'essayer de combler un petit peu le manque qu'il y a eu. Voilà, ça reprend quand même tout doucement cette communication avec la reprise du mercato. On commence un peu à voir les équipes qui vont reprendre les entraînements. Nous, par exemple, on a fait une vidéo pour le hand de Cournon. C'était un entraînement au plan d'eau de Cournon avec en respectant les gestes sanitaires. On a pu faire une interview du coach. On a fait une interview aussi du nouveau joueur pour le FC Chamalières. Ça commence un petit peu à reprendre. Est-ce que toi, Julien, tu sens que ça c'est un peu plus tardif je trouve par contre pour les clubs professionnels. Alors c'est normal parce qu'il y a d'autres. Ouais. Juste avant que Julien réponde à ta question, je voulais déjà remercier Flavien, il devait partir à 19h, il a fait un peu de rap. Donc déjà, je voulais te remercier pour ta participation. Merci à vous, merci Julien, c'était super sympa, merci Damien, vraiment, c'était très intéressant. Très intéressant parce que moi, c'est pas forcément mon secteur, c'était un plaisir de rentrer vraiment dans ce côté plus club, plus média. Donc super, merci beaucoup à vous et puis peut-être à bientôt. Hein. À bientôt. Merci Alain, pas de souci. Et j'invite du coup tout le monde à aller, tous ceux qui nous regardent, à aller sur la plateforme mycoach-compagnie.fr.
My Coach Company. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci, bonne Merci, soirée. bonne soirée. Ah, On a bien vu. On a bien vu. Donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, faut quand même dire quelque chose un peu à tout le monde. Les mercatos reprennent. Je suis d'accord avec toi. C'est la vérité. Ils reprennent aussi, donc, au niveau professionnel. Seul problème tout de suite, c'est que tu vas acheter un joueur, t'es même pas sûr que tu vas pouvoir l'utiliser pour l'instant. On nous parle que on pourrait prolonger les contrats jusqu'à fin août parce que en football, la Ligue des Champions pourrait se faire fin août. Alors, est-ce qu'on le fait avec les nouveaux effectifs? Est-ce qu'on le fait avec les anciens effectifs? Aujourd'hui, encore une fois, je trouve que c'est bien de communiquer. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, on communique avant toute autre chose pour rien dire. On ne sait pas ce qu'on raconte. Donc, moi, je pense que la communication, elle doit absolument se tourner dans cette relation gagnant-gagnant avec les supporters, les auditeurs, etc., ou les lecteurs, hein, pour le service médiatique qui est le nôtre. C'est-à-dire ne pas les prendre pour des cons, ne pas commencer à leur dire un tel va signer dans tel club, alors que pour l'instant, le mec en question ne peut pas mettre sa signature en bas d'une feuille, tout est gelé à l'heure actuelle. Un Cavani, je prends cet exemple-là parce qu'il est revenu régulièrement sur le devant de la scène durant les dernières semaines. Un Cavani qui pourrait éventuellement signer à l'Atlético Madrid. On pourrait pourquoi pas avoir un quart de finale entre le PSG et l'Atlético Madrid. Tu le fais jouer de quel côté? Eh oui. Est-ce qu'il va continuer à prolonger jusqu'au mois d'août au PSG? Est-ce qu'on va acter le fait que finalement non, on repart avec de nouveaux effectifs? Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux communiquer? Tu veux parler d'un futur éventuellement quart de finale avec le meilleur buteur de l'histoire de ton club, alors qu'il sera peut-être en face pour te mettre le but qui va t'éliminer? Ouf, ça devient quand même compliqué. Donc, faut faire de la communication fiction, j'ai presque envie de te dire, ou de la communication réalité, pour prendre la téléfiction entre guillemets et la télé-réalité qu'on peut évoquer de nos jours. C'est-à-dire, soit on ouvre les portes en grand en disant bon les mecs, on sait pas quoi vous raconter, on va le raconter ensemble. Ou alors tu pars dans une logique en te disant dans un monde idéal, on partirait dans cette logique-là et donc on ferait les choses comme ceci. Je te prends un autre exemple bête et méchant. Tu parles de communication. Parmi les communications importantes qui existent à cette époque de l'année, c'est les politiques de réabonnement. Politique de réabonnement pour aller dans les stades. Alors, c'est pour des gros volumes quand tu parles du Football Club de Barcelone, c'est pour des petits volumes quand tu parles du FC Chamalières, mais le FC Chamalières, il a ses abonnés, même s'il en a que 8, contrairement à 80 000 du côté du Barça, même s'il en a que 8, à ces 8-là, il faut leur parler, il faut leur proposer quelque chose, il faut leur mettre en avant quelque chose. Tu leur dis quoi tout de suite? Prenez votre abonnement, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on commence, on commencera peut-être sans vous, on va peut-être vous faire payer un abonnement pour, on va partir sur l'idée bien sûr d'un championnat à 20 équipes, donc pour 19 matchs à domicile, dont les 9 premiers finalement vont peut-être pas se jouer. Alors on vous le vend à combien cet abonnement? On vous le vend au prix machin, on vous le vend au prix truc et on vous rembourse après. C'est très difficile. Donc la communication pour moi aujourd'hui, elle passe avant tout par entretenir ce lien, quoi qu'il arrive. Ça peut être par les PQ Challenge comme on disait tout à l'heure, effectivement. Ça peut être par les opérations que peuvent mener les joueurs pour apporter de la solidarité auprès des personnels soignants, des choses comme ça. Ça peut être aussi tout bêtement avec, tiens, montrez-nous comment vous pensez à votre club du côté de chez vous, avec le gars qui porte son maillot et qui est en train de tailler sa haie dans son jardin ou que sais-je. Mais aujourd'hui, tu peux faire que ça. Et ça, mine de rien, c'est ce qu'on appelle tout simplement parler pour rien dire. Alors, il vaut mieux parler pour rien dire et entretenir un minimum de liens que finalement rester chacun chez soi. Mais cette communication-là, qu'est-ce qu'il en ressortira et qu'est-ce qu'il en restera une fois que les choses seront remises en avant? On verra bien. Ça sera peut-être justement effectivement celui qui aura trouvé le meilleur vecteur, qui aura été le plus malin, qui s'en sortira et qui réussira à mettre quelque chose en place et à créer peut-être un nouveau modèle de communication. Et pour l'instant, je recommence. Communiquer, oui, mais communiquer sur quoi? Nos amis du Chavalier, je reprends l'image, ou nos amis du Handball Club de Tournon, hein. Voilà, ils ont prévu les joueurs, on ne sait pas s'ils porteront un jour le maillot de leur équipe, parce que si on leur empêche de pouvoir ouvrir au public, auront-ils les moyens, entre guillemets, de pouvoir faciliter, parce qu'on sait que même s'il n'y a pas les sommes astronomiques, on sait qu'il y a quand même toujours un petit quelque chose, une mise à disposition peut-être d'un appartement, un petit travail trouvé pour madame qui accompagne le joueur, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre aujourd'hui en place alors qu'on est sûr de rien et on n'est même pas sûr encore pour certains sports qu'ils vont se finir une saison d'un côté, qu'elle va recommencer de l'autre? Est-ce que la saison nouvelle va commencer
pendant que l'autre va se finir, c'est ce qu'on pourrait voir au foot, où on te dit qu'on vous rattaquerait le championnat de France de foot aux alentours de la mi-août ou fin août, 22 août, je crois, et où on t'explique que la finale de la Ligue des Champions de l'année dernière aura lieu le 29 août de l'année prochaine. Ouf, ça devient compliqué quand même à un moment ou à un autre de pouvoir communiquer là-dedans. Alors après, effectivement, on peut prendre la main, on peut prendre la parole pour dire, écoutez les amis, il est urgent de venir communiquer pour vous dire qu'on ne sait pas quoi vous dire parce que aujourd'hui on n'a pas d'infos. Oui, c'est vrai que et c'est vrai qu'après, par contre, ça peut permettre de mettre en avant des sports un petit peu plus structurés, ou du moins, je pense aux sports individuels, golf ou tennis, effectivement, c'est ce que disait Sébastien notamment. C'est peut-être l'occasion à ces sports-là de les mettre un petit peu en avant, où il y a, j'ai envie de dire, moins de risques que de devoir organiser un match de foot ou de rugby, pour ne citer que les sports. En tout cas, les clubs vont devoir se réinventer, et ça, c'est un petit peu le message qu'on peut dire. Il nous reste à peu près 9 minutes pour conclure. Après, est-ce qu'il y a un type de club qui s'en sortira mieux? Je crois pas. On l'a vu, je voulais juste un petit peu conclure là-dessus. Pour le sport professionnel, on avait dit pendant longtemps, faut pas, notamment pour le rugby, faut pas être dépendant des droits télé, faut booster la billetterie, booster le partenariat, etc. Et on voit qu'avec la baisse des partenariats, eux aussi vont souffrir. Mais d'un autre côté, s'il n'y a pas les droits télé, parce que du coup Canal+, et beIN pourraient ne pas donner les droits télé, ça va être difficile aussi. On le voit qu'il n'y a pas de modèle. Effectivement, peut-être que finalement le grand gagnant entre guillemets sera peut-être le sport amateur, qui du coup peut-être que le niveau va être moins important. Moi, je pense que en tout cas, on va revenir pour les sports collectifs et le sport en général à un niveau peut-être un petit peu plus normal, entre guillemets. Voilà. Et un peu plus humain, qui plus est. Si je puis me permettre, bien sûr, un peu plus humain. Voilà, exactement. Peut-être qu'on va revenir à quelque chose, je pense par exemple au football parce que c'est l'extrême, mais voilà, peut-être plus à du foot, à l'AJ Auxerre de Giroux, voilà, peut-être, qu'on va revenir à quelque chose d'un petit peu plus rationnel, effectivement, parce qu'on le voit, même les mécènes ont du mal pour l'instant à tenir. Je crois, si je dis pas de bêtises, notamment le Racing, avec le mécène, j'ai perdu son nom, tu vas me le… Lorenzetti, voilà. Voilà, Lorenzetti, qui disait qu'il allait peut-être pas pouvoir supporter autant que ça. Donc, voilà, je pense qu'effectivement, si je dois conclure, en tout cas, c'est peut-être qu'on va revenir à quelque chose d'un petit peu plus rationnel, et que du coup, le sport amateur va peut-être sortir grandi un petit peu de ça, où il est peut-être moins impacté, en tout cas, financièrement. C'est peut-être voilà. Et les deux plus grands sports ici en France sont le parfait exemple et l'illustration de ce que tu viens de dire. On a deux modèles économiques totalement différents. Les droits télé avant toute autre chose pour le football, les recettes billetterie avant toute autre chose du côté du rugby. Et tu te rends compte qu'ils sont exactement dans le même merdier les uns que les autres aujourd'hui. Exactement. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, c'est pas aussi peut-être une possibilité de pouvoir anticiper, parce que ne l'oublions pas, ce sport professionnel, ça reste ni plus ni moins qu'une bulle spéculative, comme celles qui nous ont pété à la tronche en 2008, et qui, tôt ou tard, finissent toujours par te péter à la tronche. Alors, est-ce que finalement, aujourd'hui, c'est pas un bien pour un mal? Est-ce que finalement, comme la bulle n'était pas encore trop gonflée, elle s'est surtout dégonflée quand on l'a piquée? Alors, si on la laisse gonfler très très fort, là, bon, ça va péter effectivement très très fort. Maintenant, je suis d'accord avec toi. Malgré tout, aujourd'hui, un mec comme Lorenzetti te dit, moi, je peux pas tout assurer, je peux pas faire tourner la boutique. Il y a un stade qu'on a mis en œuvre et que j'ai pris pour ma part, donc il faut que je l'assume. Il y a ce club. On a fait des recrutements l'année dernière pour entre guillemets monter une grosse équipe. On se rend compte que les résultats finalement sont pas complètement là, donc on va encore investir l'année prochaine pour monter une encore plus grosse équipe. On va maintenant mettre le frein sur tout ça. Tout le monde va se calmer un tout petit peu. Et puis, demain ou après-demain, tu retrouveras le Lorenzetti ou le Mourad Boudjelal des temps modernes qui arrivera et qui posera 500 balles de plus sur la table pour se payer tel ou tel joueur. Et on sera reparti comme en 40 parce qu'il y en aura à nouveau un qui ouvrira la boîte de Pandore et qui sait que c'est par la monnaie qui fera la différence. Et on repartira comme en 40, comme si de rien n'était. Donc,
c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je pense que le vrai grand vainqueur, ça va être le sport amateur. C'est lui qui a vraiment quelque chose à jouer, à attirer les gens dans les stades, à leur faire comprendre que ça va peut-être 2 km/h moins vite, qu'il y a peut-être une fois de temps en temps un mec qui marche sur le ballon, mais qui sont capables aussi, une fois de temps en temps, comme les autres, de faire une belle reprise de volée pleine lucarne ou de marquer un essai en traversant tout le terrain. On le verra moins souvent, mais encore une fois, en quantité, en qualité, il y a quand même des gestes, il y a quand même des choses qui sont très intéressantes à voir. Et surtout, on y revient, on est dans cette dimension humaine. Le mec, tu le côtoies, voilà. Tu le dis au travail, tu le croises dans la rue, dans ta cité ou quoi que ce soit, etc., etc. Ce lien entre les supporters peut exister. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui finalement que le sport professionnel a plus d'aura que le sport amateur? Eh ben, c'est que tu ouvres n'importe quel journal, on te parle que de ceci. Tu allumes n'importe quelle télé, tu ne vois que cela. Et tu allumes n'importe quelle radio et tu as ces mecs-là dans les oreilles. Si demain, nous les médias, on a aussi l'intelligence à échelon local peut-être, et c'est là aussi que tout l'intérêt que peut avoir des entités comme les vôtres, les enfants qui travaillent sur de l'hyper-local et sur des petits clubs, soi-disant, entre guillemets, vous avez un véritable rôle à jouer. C'est peut-être à vous, à nous aussi, les médias, de justement faire monter la mayonnaise sur tout ça. Et l'exemple est un peu plus simple. Vous avez déjà vu autant d'articles sur le championnat de Biélorussie de football dans les différents médias, que ce soit les France Football, l'équipe et compagnie. Est-ce qu'il y a 3 mois de cela, vous auriez lu cette page-là ou vous l'auriez tournée pour vite aller au championnat d'Italie ou au championnat d'Espagne? Ben là, finalement, on s'est posé, on s'est dit, bon, bah, à défaut d'autre chose, on va regarder un tout petit peu ce qui se passe au Nicaragua, on va regarder un tout petit peu ce qui se passe en Biélorussie. Et puis finalement, on s'est rendu compte, bah ouais, que ça joue un petit peu moins vite, que ça joue un petit peu moins bien. Mais que finalement, si on faisait l'effort de se prêter un petit peu au jeu, on y prenait beaucoup de plaisir. Ben moi, aller voir un match, alors je descends encore un niveau plus bas, mais aller voir un match entre Orion et Volvic, quand on me propose un Barça Real à la télé, effectivement, j'irai pas. Par contre, si on me met un Orion Volvic à la télévision, pourquoi pas, c'est tout. Je prendrai du jeu. Donc, voilà. Oui, je pense que voilà. Cela, et il faut essayer de relativiser les choses et encore une fois, essayer, parce que c'est comme ça que ça marche, par la communication ou par l'information, de faire monter la mayonnaise de telle façon que ce sport amateur, justement, ne soit plus dans l'ombre du sport professionnel qui peut, d'un jour à l'autre, mine de rien, se casser la gueule. On l'a vu. Parfait. Quelle conclusion? Merci en tout cas, Julien. Elle est parfaite, la conclusion. Mais bon. Bah, merci en tout cas. Bah voilà, la masterclass touche à sa fin. Donc, je te remercie, Julien, pour ta participation, encore une fois. Je vous remercie également tous de nous avoir suivis. Sachez que vous allez pouvoir retrouver la vidéo également en replay. Et pour ceux qui ont encore des questions justement sur l'avenir du sport amateur ou professionnel, n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux ou via notre site internet. Merci et bonne soirée à tous. Bonne soirée.